Ouais. Donc le troisième vin, on va changer de couleur avec là aussi une petite originalité locale. Donc Pinot Noir H. Alors bon, il y a plus, je pense qu'il n'y a pas grand secret dans le vignoble. Les initiales sont utilisées assez souvent. Enfin, en tout cas, on connaît le mécanisme à force. C'est voilà, Pinot Noir qui est issu d'une parcelle qui est revendiquée en grand cru, donc on n'a pas le droit d'utiliser le nom du grand cru sur l'étiquette. Donc en l'occurrence, c'est le grand cru le plus proche d'ici, le grand cru Hengst. Donc j'ai choisi ce vin. Bon, d'une part parce qu'on en est assez fier, et aussi parce qu'il y a effectivement à l'heure actuelle une démarche en cours au niveau de ce grand cru et de deux autres. Donc c'est le Hengst, le Vorbourg Aroufak et le Kirchberg de Bar, qui veulent faire reconnaître cette modalité rouge sur les grands crus. Donc le dossier est en cours, les choses avancent, tout le monde est d'accord sur la qualité des vins. Après, c'est souvent les méandres administratifs qui font que ça prend un petit peu de temps. Donc en attendant, jusqu'à ce qu'on ait le droit de revendiquer ça en grand cru Hengst Pinot Noir, on l'a simplement appelé H, comme beaucoup de nos collègues. Donc au niveau du grand cru Hengst, c'est... Alors il n'y a pas, en tout cas dans un passé récent, on n'a pas les modalités rouges où le pinot noir n'était pas dominante sur le grand cru, mais malgré tout il y avait quelques parcelles qui sont plantées depuis, certaines d'entre elles depuis très longtemps. Dans notre cas, je crois que ça date du courant des années 80, quoi, hein, donc c'est une parcelle qui a un certain nombre d'années, et donc on est pas forcément, je crois que la surface représente un peu moins de 5%, enfin la proportion de pinot noir représente un peu moins de 5% sur le Hengst. Par contre, on a un grand nombre de vignerons qui en produisent, je crois qu'on a plus de 10, quoi, hein, 10 ou 12 ou 14 à en produire. Donc même si ce n'est pas une surface énorme, il y a une réelle existence parce qu'on a beaucoup de vignerons à en produire. Donc le grand cru Hengst, on est sur un terroir marno calcaire avec un petit peu de grès également, donc qui est situé juste au-dessus. Rendons à César ce qui est à César, donc on est intégralement sur la commune de Winsenheim, même s'il est plutôt au-dessus de Wettelsheim, c'est la commune de Winsenheim dans son intégralité. C'est un terroir, c'est un peu un promontoire là derrière le village, qui est bien exposé est-sud-est. Il est plutôt protégé par le massif avec le Landsberg derrière, donc on est un peu à la sortie de la vallée de Münster, mais quand même bien protégé des influences de la vallée, qui elle part plutôt sur Turkheim, Longe-le-Brand et direction Colmar, et donc on est plutôt à l'abri, plutôt exposé un petit peu au vent, mais sans plus, et donc on est sur un terroir au final qui va être là aussi assez précoce, parce que bien exposé et plutôt à l'abri des intempéries. Le sol, donc marno-calcaire, de sol assez lourd, avec de bonnes réserves, donc en général, quel que soit le cépage, hein, les raisins ne souffrent pas de stress sur le Hengst. Dans le cas particulier des pinots noirs, en tout cas du nôtre, on est sur des maturités là aussi très précoces. Assez souvent on récolte ces pinots noirs en même temps que les créments, voire je crois en 2015 même avant les créments, c'était la toute première parcelle, parce qu'effectivement on travaille sur des rendements très faibles, et donc dans des millésimes précoces dans un terroir solaire, il faut aussi penser à les récolter relativement tôt. Donc oui, une parcelle d'une trentaine d'années, que dire. Après, dans notre cas, c'est une toute petite parcelle, elle représente une dizaine d'arts, donc on a à peine de quoi faire, on a de quoi faire un peu plus d'une barrique, mais comme on n'a pas de demi-fût, au final, il reste toujours qu'un seul fût, donc c'est une production d'à peu près 300 bouteilles, donc souvent voilà, c'est vendu assez vite, mais on essaye de le mettre en avant, d'en parler, justement dans l'optique d'arriver enfin à ces grands crus rouges en Alsace, en tout cas sur ces 3 grands crus pour commencer, peut-être d'autres par la suite. Donc on se prépare à la suite, on a replanté une deuxième petite parcelle l'année dernière qui devrait nous permettre à terme de doubler la production, ça ne fera pas encore beaucoup, mais... Donc effectivement, niveau vinification, rien d'exceptionnel. Alors forcément, on est sur des vinifications qui vont être adaptées et même guidées d'ailleurs par
par la taille de la cuvée. Hein. Sur 10 arts, on est sur de la micro-vinif, c'est du 20 garages de cave en l'occurrence, mais on est sur de la micro-vinification. Donc on a fait le choix sur cette cuvée, en tout cas sur les derniers millésimes, de travailler partiellement en vendange entière, c'est-à-dire une partie des raisins ne sont pas éraflés. Effectivement, comme on est sur un terroir précoce, on a, je ne veux pas dire qu'on a des rafles parfaitement outées et brunes, mais on a peut-être moins de verdeur dans ces rafles que dans d'autres terroirs qui prennent un petit peu plus de temps à mûrir. Donc on a une bonne moitié, en fait en pratique, voilà, on a une bonne moitié qui n'est pas éraflée, et après une petite moitié ou un tiers, on érafle, ça amène un petit peu de jus et ça remplit un peu mieux la cuve en ayant moins d'air. Après, on est sur une vinif assez peu interventionniste, je dirais, vu la taille en plus, vu la taille du contenant. On va être sur des macérations en général à peu près plutôt 3 semaines, avec quelques pigeages, assez peu, parce que finalement, l'intérêt, en tout cas, là, on est sur de l'empirique, je dirais. Vu la taille de la cuvée, je ne peux pas faire chaque année 3 essais et 3 modalités différentes, mais donc c'est un petit peu l'expérience qui nous montre ce qui marche. Et le fait d'avoir cette partie de raisin, en tout cas qui n'est pas éraflée, on a des profils de fermentation qui sont plus lents. La fermentation se fait plus régulièrement, plus lentement. On n'a pas forcément besoin d'intervenir beaucoup, on est plus dans de l'ordre de l'infusion. Là, on a toujours des raisins très concentré, très riche, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup pour aller extraire une matière énorme. L'objectif, c'est pas de transformer ça en un pomerol, en un noir. On reste sur un pinot noir et sur de l'Alsace, donc on cherche à avoir du fruit, une belle structure, forcément un beau potentiel de garde, hein, ce qui est l'essentiel pour nous, quoi. Et après, il y a un élevage, effectivement, un élevage en fût. Alors là aussi, sur un fût, c'est toujours difficile de doser l'âge, on ne peut pas dire un tiers de fût neuf, un tiers de fût d'un vin. Donc on était pendant un certain temps sur des fûts d'un vin. Là, sur les 2 dernières millésimes, on est passé pour marquer un petit peu moins par le boisé sur un fût de vin. Après, voilà, l'expérience est limitée, n'ayant qu'un seul fût, quoi. Forcément. Voilà, donc on voit une robe assez... millésime 2017, c'est pas écrit, c'est écrit à l'arrière. Millésime 2017, là aussi. Donc on a une robe assez intense, avec un rouge bien éclatant. Alors on reste sur des pinots, donc on n'a pas forcément une robe, comme dit, une robe violacée. On a encore quelques reflets de jeunesse dans le rose un peu chatoyant, sans être forcément violet. On ne cherche pas d'extraction énorme. Voilà, donc au nez, on sent qu'on est toujours sur un pinot noir alsacien avec cette dominante fruitée. Donc on est principalement sur des fruits rouges, un côté un petit peu kirché, la cerise, la griotte, mais aussi un côté, là aussi je pense l'effet millésime et solaire, un côté un petit peu fruit noir, hein, de la cerise noire, un côté un petit peu mûr également. Et là aussi les épices typiques de ce vin, le côté légèrement vanillé amené par le fût également. Alors en bouche, on a toute la puissance de ce grand cru. Alors là, je reviens effectivement au grand cru, parce que qu'on soit sur un Riesling, sur un Gewürztraminer qui a plutôt tendance à dominer sur le grand cru Hengst, ou là sur un Pinot Noir, on est sur un terroir qui amène toujours un côté à la fois puissant, chaleureux, une certaine largeur, et finalement on va le retrouver sur le rouge de la même manière que sur les blancs. On a toute la cavalerie qui arrive, je dirais. En l'occurrence, effectivement, Hengst, signifie donc étalon en allemand. Alors, on a sur certaines de nos étiquettes, pas sur celle-ci. Alors après, l'analogie est vite faite, mais on a ce côté un peu vigoureux, puissant. Et c'est des vins qui sont souvent effectivement un peu sauvages dans leur jeunesse et qui ont besoin de 3 ans, voire un peu plus pour se mettre en place. J'aurais presque tendance à dire percheron, hein, plus que étalon. Oui.
On sent la puissance. Et donc, on garde malgré tout, mais là, c'est la même chose, on revient au terroir comme sur certains Gewürztraminer, même si peut-être analytiquement, on voit que l'acidité, a priori, elle est au plus bas comme partout ailleurs. On a une sensation de fraîcheur et on va la retrouver surtout souvent un petit peu à l'évolution au bout de 3-4 ans. Je me souviens, on ne parle plus du Pinot Noir, mais d'un Gewürztraminer 2003, où effectivement l'acidité était quasi inexistante. Et puis quand on les garde quelques années avant de les mettre en vente, 4-5 ans après, on avait une fraîcheur, un équilibre. On ne savait pas forcément d'où ça sort, parce que si on refait l'analyse, il n'y a toujours pas plus d'acidité. Mais bon, après, c'est la marque des terroirs ou des grands terroirs. En tout cas, on a ce côté, effectivement, on retrouve en bouche l'aromatique du nez avec le côté fruits bien mûrs, mais aussi une belle tension. Donc là, la vendange entière amène aussi un petit peu cette petite pointe, un petit peu de fraîcheur, petite touche végétale un peu croquant, qui va venir équilibrer le côté très mûr des raisins.